tout temps, l'homme a tenté de connaître la nature de la lumière. Le physicien allemand Joseph von Fraunhofer allait mettre au jour un de ces grands mystères. Déjà, dans l'Antiquité grecque, des savants cherchaient à arracher ses secrets à la lumière, parmi eux Ptolémée. Vers 135 de notre ère, en étudiant la diffraction de la lumière, il arrive à la conclusion: lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent dans un autre de densité différente, il subit une déviation en traversant la surface de séparation des deux milieux. Ptolémée formule ainsi les bases d'une optique de la réfraction. Mais il faut attendre le XIIIe siècle pour voir apparaître en Italie les premières lunettes. C'est à un lunetier de la ville néerlandaise de Middelburg que nous devons, aux aurores du XVIIe, la mise au point de la première lunette astronomique. Avec des objectifs de plus en plus grands, on a amélioré la puissance de ces lunettes tout en aggravant un défaut caractérisé des lentilles, des flous ceints par des franges colorées. Pour éviter cela, il faut analyser davantage la nature de la lumière car celle-ci se propage par ondes de longueurs différentes. Vers 1664, Isaac Newton fait passer de la lumière par un prisme. Il constate que les couleurs spectrales ne sont pas réfractées de la même manière. Ainsi, la lumière rouge dont les ondes atteignent quelques 700 nanomètres est déviée moins fortement que la bleue dont les ondes ne font que 390 nanomètres. La lentille réfracte donc plus une lumière bleue à radiation courte qu'une rouge plus longue. Autrement dit, les couleurs convergent l'une après l'autre. Il en résulte des images qui se superposent et qui ont chacune un liseré de couleurs. Ce phénomène s'appelle aberration chromatique. Pour pallier ce défaut, Isaac Newton utilise des lentilles avec différentes sortes de verre, sans succès. Il abandonne l'idée d'aboutir à une image parfaite par la mise au point de lentilles achromatiques. En 1757, l'opticien anglais John Dolland arrive à éliminer les plus grossiers défauts des lentilles. En expérimentant avec différentes sortes de verre, il constate que certains matériaux sont plus réfringents que d'autres. Il superpose donc deux lentilles, l'une convergente, l'autre divergente. Ce doublet achromatique réfracte les couleurs de manière égale. Leurs foyers se situent au même niveau. Résultat, une image nette, sans franges. Dolland ouvre la voie à des grossissements bien plus importants, mais on manque toujours cruellement de méthodes pour mesurer la réfraction et la dispersion des lentilles. Celui qui assurera à l'optique ses assises scientifiques s'appelle Joseph Fraunhofer. Il naît le 6 mars 1787 à Straubing, en Allemagne du Sud. Le jeune Joseph n'échappe pas à sa condition très tôt. Il assiste son père en vitrier dans l'atelier au préjudice d'une scolarité déjà précaire. Sa mère meurt en 1798. Le père la suit un an après. À 11 ans, le garçon se retrouve orphelin. En 1800, Joseph commence un apprentissage chez le tailleur de verre Philipp Weichselberger. Mais ce maître autoritaire, au lieu de lui apprendre les ficelles du métier, l'utilise plutôt comme domestique. Il lui défend de fréquenter l'école du dimanche, alors obligatoire pour les jeunes apprentis. Va jusqu'à lui interdire toute lecture. Un tragique accident changera enfin le cours de sa vie. La maison du maître s'effondre, l'épouse et le garçon sont ensevelis. Au bout de 4 heures, Joseph est enfin libéré. Le prince électeur en personne se rend sur le lieu du drame, offre 18 ducats au jeune rescapé. Peu après, Fraunhofer utilise cet argent pour acheter un banc de polissage, pour se perfectionner dans la taille et le doucissage du verre.
C'est à un fonctionnaire qu'il doit sa formation théorique. Josef Utzschneider, qui connaît le garçon depuis son sauvetage, a décidé de s'occuper de lui. Appréciant la soif de savoir du garçon, il réussit à convaincre le maître que le jeune doit absolument aller à l'école du dimanche. Et il va plus loin en lui procurant les principaux ouvrages traitant de la mathématique et de l'optique. À Munich, Josef Utzschneider, Georg Reichenbach et Josef Liebherr dirigent l'institut qui fabrique des appareils de mesure de haute précision. En 1806, ils y font entrer Fraunhofer comme opticien expert. L'arche affritée de l'Institut est installée dans un ancien couvent. En 1807, la fabrication de verres optiques est également transférée à Benedikt Beuern. Josef Fraunhofer en est le nouveau directeur. Une de ses missions, mettre au point des objectifs achromatiques pour équiper des télescopes. Pour y arriver, il faut mesurer avec un maximum de précision la réfringence des verres optiques. Il se met à étudier la lumière du soleil pour connaître la réfringence de chacune des couleurs spectrales. Afin de produire un spectre aussi limpide que possible, il fait passer la lumière par un interstice, puis par un prisme. Il a transformé un télescope pour pouvoir analyser ce spectre. Et il découvre de fines raies sombres, 574 au total. Plus tard, en analysant d'autres sources lumineuses, il ne trouve aucune trace de raies. Il acquiert la conviction que ces raies sont une des particularités de la lumière solaire. De ces observations, il dresse des comptes rendus méticuleux. Il a enfin trouvé des repères lui permettant de mesurer le pouvoir réfringent de verres optiques. Ce sont les raies qui séparent les couleurs. Il est enfin possible de fabriquer des lentilles achromatiques plus grandes. L'Institut se taille une place parmi les premières manufactures de télescopes à lentilles et assure la notoriété de Fraunhofer. Celui-ci profite de ses découvertes pour analyser les raies qu'il avait découvertes aussi dans la lumière d'étoiles et de planètes. Pour ce faire, il construit un télescope avec renvoi coudé à prisme qu'il installe en mars 1820 dans l'Observatoire royal de Bogenhausen. Ce télescope à prisme est une première mondiale. Le directeur de l'observatoire, Johann Georg Soldner, oriente le télescope sur une étoile déterminée. Dès que la lumière tombe sur le prisme, Fraunhofer en identifie le spectre. Ce même Soldner lui ouvre les portes de l'Académie bavaroise des sciences. À 34 ans, Fraunhofer est nommé membre non titulaire, une distinction qui sera suivie par bien d'autres, entre autres celle du docteur honoris causa de l'université d'Erlangen. En 1824, le roi Max Joseph de Bavière lui attribue le brevet de noblesse à titre personnel pour ses découvertes scientifiques et techniques. Le 7 juin 1826, Fraunhofer meurt des suites d'une tuberculose. C'est la fin d'un homme aussi courageux que talentueux. À Bogenhausen, John Lamont, deuxième directeur de l'observatoire, poursuit les observations de Fraunhofer grâce au grand réfracteur que Fraunhofer avait encore commencé au soir de sa vie. En 1836, un tel prisme placé devant l'oculaire permet à Lamont d'enregistrer pour la première fois la spectroscopie d'astres de faible luminosité. Par la suite, d'autres savants utilisent la spectroscopie de flammes pour décrypter ces raies. Vers 1860, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen découvrent enfin la nature de ces raies. L'évaporation de substances chimiques minérales y produit des flammes multicolores.
Pourtant, les spectres de celle-ci ne reproduisent pas toutes les couleurs comme le fait celui du Soleil, mais seulement certaines couleurs. Chacun de ces spectres linéaires est caractéristique d'un minéral. Une analyse approfondie du spectre solaire leur fait comprendre que la disposition de certaines raies qu'ils ont repérées dans leurs expériences avec des minéraux correspond à celle du spectre solaire. C'est le cas, par exemple, de plus de 60 raies ferreuses. Logiquement, il doit donc y avoir des substances ferreuses sur le Soleil. Mais qu'est-ce qui génère ces raies? Le rayonnement solaire produit en son centre par fusion nucléaire se projette en surface. Les substances chimiques présentes dans les strates externes du Soleil absorbent quelques-unes des particules lumineuses. Ces couleurs manquantes se manifestent dans le spectre sous forme de raies sombres, appelées encore lignes d'absorption. À l'opposé, lorsqu'un élément chimique tel le sodium est fortement chauffé, il dégage de l'énergie sous forme de particules lumineuses. Ce sont les lignes blanches du spectre. Donc, ces raies ou lignes générées par absorption ou par émission sont révélatrices d'un élément chimique précis. Voilà les fondements de l'analyse spectrale de Kirchhoff et Bunsen. Elle leur a permis de définir la composition chimique du Soleil. Outre le fer, ils y ont découvert de l'hydrogène et du sodium. C'est Fraunhofer qui, en découvrant les lignes d'absorption qui plus tard porteront son nom, a ouvert la voie à l'astrophysique. Elles permettent aux astronomes de déterminer les mouvements des étoiles et même de galaxies. Lorsqu'un corps céleste s'éloigne de la Terre, ces lignes spectrales se déplacent en direction des ondes longues du spectre. On parle de décalage vers le rouge. Si par contre, il se rapproche de nous, le décalage se fait vers les ondes courtes du bleu. C'est ce que nous appelons l'effet Doppler. Le physicien autrichien Christian Doppler avait constaté que le bruit aigu d'une locomotive à vapeur qui s'approche devient plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Son explication: le son change parce que dans ce cas, les ondes sonores et la source sonore sont en mouvement. Lorsque les deux s'approchent, la longueur d'onde se raccourcit, le son en devient plus aigu. Si le train s'éloigne, l'onde s'allonge, le son devient plus grave. C'est cette relation de cause à effet qui, en 1929, a permis à l'astronome américain Edwin Powell Hubble de prouver que l'univers est en expansion. Car la plupart des galaxies qu'il avait soumises à l'analyse spectrale accusaient des raies se décalant vers le rouge, vers les ondes plus longues. Cela signifie qu'elles s'éloignent. Plus une galaxie est éloignée, plus le décalage vers le rouge est prononcé. À l'heure actuelle, l'astrophysique est en train de relever un défi majeur. La spectroscopie lui permettra peut-être de savoir comment une des galaxies les plus anciennes jamais visualisées est née il y a quelque 13,3 milliards d'années. Tout ce que les astrophysiciens apprennent et vont encore apprendre sur le passé et sur le devenir de l'univers, ils le doivent à la lumière des astres. Un de ceux qui a contribué à une meilleure compréhension de l'univers est sans aucun doute Joseph Fraunhofer.